Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, nous revenons largement sur la sécurité maritime, les préparatifs du prochain sommet de Lomé sur la question. Les préparatifs à plusieurs niveaux. Sujet évoqué d'abord ce matin, la présidence de la République, opérateur touristique, responsable d'agence, se concentre aussi sur les travaux en cours. L'hôtel de février vient de recevoir un prêt de 28 milliards de francs CFA. La rénovation du site doit être fin prête d'ici à mi-octobre. À suivre aussi ce soir un gros plan. Grégoire et Kopou en sont les acteurs. Ils sont deux jeunes gens, tous tailleurs. Ils ont ouvert leur atelier grâce au produit AJCF, accès des jeunes aux services financiers, un produit FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Gros plan à suivre tout à l'heure. Enfin, la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose. Où en est-on précisément au Togo aujourd'hui? Country Coordination Mechanism, l'instance de coordination nationale est en assemblée générale. On en saura un peu plus avec les rapports d'activité du bureau sortant. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la sécurité maritime et les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine à Lomé. Sujet de discussion ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a échangé avec le président Roger Nkodo Dang du Parlement panafricain. L'institution envisage d'apporter sa contribution aux préparatifs en cours. Voici les précisions au micro de Erno Kitifou. Le Parlement panafricain est venu féliciter le président Faure Gnassingbé pour sa brillante réélection à la tête du Togo, mais également le président a été accompagné de son premier ministre qui est un ancien parlementaire. Nous avons aussi également profité pour féliciter le premier ministre pour sa promotion. Nous sommes venus discuter des problèmes relatifs au Parlement panafricain, notamment la ratification du protocole amendé du Parlement panafricain qui fait de lui un organe législatif. Et également, plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, celui de la piraterie maritime, celui du terrorisme, celui de la maladie. Tous ces problèmes, le président nous a éclairés, en tant que connaisseur des dossiers d'État. Il nous a fait le point des préparatifs du grand sommet sur la piraterie maritime qui se tiendra ici au mois de novembre 2015. Le Togo, c'est un peuple africain. Nous sommes bien obligés d'accompagner le Togo dans l'organisation et dans la vulgarisation même des décisions qui vont sortir de ce grand sommet. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique souffre de plusieurs maux. La piraterie maritime, le problème de la migration. Si on ne contrôle pas nos mers, si on ne contrôle pas nos océans, c'est très difficile pour le continent de s'en sortir. Et voilà le président du Parlement panafricain. Et ce sommet, justement, le va drainer beaucoup de monde. Les officiels, les participants, les visiteurs. Comment gérer tout ce beau monde? Comment les mettre à l'aise avec des hôtels bon accueillants? Comment faciliter, par exemple, leur déplacement? Bref, comment transformer cette visite de travail en une sorte de villégiature aussi? Responsable hôtelier, chef d'agence de tourisme, le ministère de tutelle, tous se préoccupent de la question. Les deux parties en ont discuté d'ailleurs ce matin. Le compte rendu Prudence Issou. Le secteur touristique togolais sera beaucoup sollicité en novembre prochain lors du sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement à Lomé. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour la réussite de cette rencontre à l'échelle continentale. À moins de 3 mois de cette conférence, une remise à niveau des établissements hôteliers et d'agences de tourisme s'impose afin de garantir de meilleures conditions d'hébergement et de restauration aux participants. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre entre le ministère en charge du tourisme et les opérateurs touristiques. Ceci pour un rappel des dispositions à prendre pour la réussite du sommet de Lomé. C'est un secteur très important dans cette organisation. Il fallait qu'on échange avec eux pour voir, pour leur dire ce qu'on attend d'eux et pour voir comment, avec les différentes idées, on peut améliorer cette organisation. Ils sont sur le bon chemin. Il y a une équipe qui va, d'ici la semaine prochaine, va faire une tournée d'inspection, il faut le dire ainsi, pour voir si chaque hôtel identifié est à niveau, a vraiment le niveau d'accueillir les clients qui viendront. Et c'est au vu, à l'issue de cette inspection, que nous allons formaliser la liste à envoyer à l'Union africaine, puisque cette liste doit effectivement être envoyée à l'Union africaine
pour donner la possibilité à toutes les délégations qui viendront de faire des réservations. Environ 4000 participants sont attendus à Lomé pour cette conférence. Le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement pour ces opérateurs touristiques afin qu'ils répondent aux standards internationaux en termes de qualité. Des séances de formation seront organisées dans les prochains jours à l'endroit des acteurs hôteliers et des guides touristiques. Un appel est aussi lancé aux responsables d'hôtels afin qu'ils renforcent leur connexion Internet et garantir la sécurité des visiteurs ainsi que leurs biens. On va offrir donc les meilleurs services hôteliers et touristiques au cours de ce sommet, bien sûr. Les préparatifs sont en cours, disions-nous, mais en retour, quelles sont les attentes de ces opérateurs touristiques? À quoi pourrait bien ressembler le retour d'ascenseur? Prenons-y souffle. Les espaces touristiques, notamment les hôtels et agences de voyage, connaîtront sans doute un regain d'activité durant le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime en novembre prochain à Lomé. D'ores et déjà, des dispositions sont prises au niveau de la plupart des hôtels de la capitale pour accueillir près de 4000 participants à ce grand rendez-vous. Le Togo est un pays d'hospitalité légendaire. Donc nous ne pensons pas qu'on ne va pas réussir ce sommet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Union togolaise de l'hôtellerie a commencé déjà à sensibiliser le personnel des hôtels depuis octobre 2014. Nous sommes à la hauteur pour abriter ce sommet. En ce qui concerne infrastructure, capacité, accueil et toutes les qualités pour aller au-delà des attentes de ce sommet. On a le Wi-Fi et parce que c'est nécessaire quand les clients viennent là, ils doivent communiquer avec leurs proches à l'extérieur, faire certains travaux sur l'Internet. Au-delà des opportunités qu'elle offrira aux opérateurs touristiques, la conférence de l'Union africaine à Lomé constitue également une aubaine pour les acteurs hôteliers de nouer de nouveaux contacts pour le développement de leurs activités. Dans la mouvance de cet important événement, certains envisagent de faire découvrir les réalités, les richesses touristiques du Togo aux visiteurs. D'autres projettent de mettre en valeur les mets togolais. Bon, nos attentes au cours de ce sommet, c'est voir le Togo se relancer au niveau du tourisme et vendre notre pays au-delà de toutes les frontières pour que toutes les activités en tourisme et tout ce qui est de la culture reprennent. Et les retombées pour nous, les hôtels aussi, profiter vendre nos hôtels et que ces participants au cours de leurs éventuels séjours peuvent penser au Togo et puissent garder aussi de bons souvenirs. En termes de retombées, c'est que les touristes viennent, puisqu'à partir du moment où on a goûté quelque chose de bon, on continuera à en demander. L'arrivée de ces clients peut nous permettre à renforcer un peu nos caisses. Les hôtels identifiés auront le quitus d'offrir leurs services lors des assises de Lomé. Et pour pallier l'insuffisance des centres d'hébergement, le gouvernement prend déjà les dispositions nécessaires pour accueillir les différentes délégations. Au nombre de ces dispositions, des bateaux hôtels pour l'hébergement et la restauration des participants. Et d'ici à ce sommet sur la sécurité maritime, d'ici au 15 octobre, l'hôtel de février va arborer ses plus belles parures. C'est pour mieux s'offrir à ses visiteurs. Un gros chantier de rénovation et d'exploitation du site est d'ailleurs en cours. Et pour ce faire, et plus vite, et avec les moyens, eh bien la BOAD vient de casser sa tirelire. Un prêt de 28 milliards de francs CFA a été consenti cet après-midi même au groupe Kalien Hospitality Development, les nouveaux propriétaires. Quoi sigler Adolphe Paca. Tout s'accélère pour la finition des travaux de réhabilitation de l'hôtel de février dans le délai imparti. Un rendez-vous très attendu dans la mesure où cet hôtel fait partie des structures d'accueil retenues pour abriter le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement maritime en novembre prochain à Lomé. Pour boucler la structuration du financement nécessaire à la réalisation de ce projet de réhabilitation et d'exploitation, 28 milliards de francs CFA viennent d'être débloqués au terme de la signature de ce contrat de prêt.
4 banques partenaires accompagnent le gouvernement à hauteur de 10 milliards de francs CFA pour la BOA Togo, 3 milliards pour l'UTB, 1 milliard pour la BESIC et 4 milliards pour la BIDC. La BOAD à qui est confiée la charge d'arrangement des financements requis a octroyé pour sa part 10 milliards de francs CFA. La BOAD et ses partenaires confirment ainsi leur volonté d'accompagner la reprise économique du Togo et de promouvoir un secteur privé dynamique, jouant pleinement son rôle de moteur de croissance des économies des États de l'UEMOA. La réalisation de ce projet vise à redonner son lustre d'antan à ce réceptif hôtelier, un des fleurons de l'hôtellerie au Togo et dans la sous-région. La réouverture de l'hôtel du 2 février renforcera le parc hôtelier du Togo en réponse à une demande croissante de prestations hôtelières de haut standing, consécutivement à la reprise économique observée dans le pays. Le groupe Calian Hospitality Development Togo, maître d'œuvre, avait débuté les travaux en novembre 2014 sur fonds propres, évalués à 16 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, les 44 milliards estimés comme financement total pour finir les travaux sont acquis. Et nous vous garantissons que le 16 octobre, l'hôtel sera réouvert. Sur le chantier, c'est sans relâche que les ouvriers travaillent de jour comme de nuit. C'est donc la même motivation qui est affichée du côté de tous les partenaires, résolument engagés à accompagner, voire soutenir le Togo dans l'organisation de cette rencontre continentale. Ce projet nous plaît énormément pour plein de raisons. Premier, c'est qu'il va permettre au Togo de renouer avec des lustres d'antan, tout du moins dans ce secteur hôtelier pour commencer. C'est un projet mobilisateur en termes de ressources et d'emplois pour l'économie togolaise. Et disons qu'il correspond pleinement à la philosophie de notre groupe également en Afrique. L'hôtel 2 février avec ses 32 suites résidentielles est une structure rare dans la sous-région. C'est donc un projet d'envergure qui permettra aussi la création de milliers d'emplois et la redynamisation du secteur hôtelier et touristique du Togo. Il est 20h et bientôt 13 minutes. La suite est cette séance de travail FNFI, institution de microfinance. Les deux parties envisagent de pérenniser l'accès des jeunes aux produits financiers AGICEF, un des produits du Fonds national de la finance inclusive. La rencontre, le compte rendu, Antoine Tourment-Vovor. Le gouvernement s'emploie à ce que la jeunesse joue pleinement son rôle dans le développement du pays. Pour ce faire, des actions multiformes sont entreprises de part et d'autre pour venir à bout du chômage et de l'extrême pauvreté, de l'entrepreneuriat des jeunes en passant par des formations jusqu'au financement des projets novateurs. À cela s'ajoutent les deux produits spécifiques du Fonds national de la finance inclusive FNFI lancés tout récemment, l'AGRICEF et l'AGICEF, accès des jeunes aux services financiers. L'AGICEF cible une catégorie de jeunes évoluant dans l'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emploi, et pour bénéficier de ce crédit, il faut avoir un certain nombre d'atouts. Il faut être jeune, âgé de 18 à 40 ans. Il faut être en fin d'apprentissage, tout corps de métier. Il faut être diplômé sans emploi, mais ayant sous la main une idée d'initiative qui peut te mettre dans l'auto-emploi. Et c'est un produit qu'on peut avoir soit pour démarrer une nouvelle activité, c'est-à-dire installer son activité, ou encore renforcer pour ceux qui ont déjà ouvert leur atelier, leur activité, ou encore renforcer cette activité pour que ça puisse être plus rentable. Pour pérenniser le produit AGICEF à long terme, les chambres de métiers constituent des vecteurs de transmission entre les jeunes artisans et les partenaires financiers. Cette rencontre d'échange réunissant les acteurs impliqués dans cette chaîne va définir à coup sûr les stratégies pour identifier les jeunes éligibles pour l'octroi du crédit jeunesse. Il y a une mission de terrain qui a été entreprise par la direction générale du FNFI pour aller constater sur le terrain les conditions de mise en œuvre de ce produit. Naturellement, un nouveau produit qui doit se mettre en œuvre rencontre des difficultés pour que ça rentre
dans les conditions de mise en œuvre des différents partenaires. Donc, le présent atelier a pour premier objectif de partager avec tous les acteurs qui doivent mettre en œuvre ce produit les constats qui ont été faits sur le terrain. Au finish, les chambres de métiers doivent disposer d'un répertoire de jeunes artisans éligibles au crédit en vue d'atteindre les 20 000 bénéficiaires visés pour l'année 2015. La JCEF est un crédit destiné à un groupe de jeunes artisans et dont le montant maximum est de 300 000 francs. Pour y accéder, il faudrait adhérer à un groupe solidaire et bénéficier d'une formation au préalable. Et coup de projecteur tout à l'heure sur 2 jeunes bénéficiaires de ce produit AJCF. Ce sera tout à l'heure dans le courant de cette édition. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée générale ce jeudi de l'instance de coordination nationale Country Coordination Mechanism, l'organe en charge de la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose. Les présentes assises se tiennent après le mandat du bureau sortant. Et pour quel bilan donc? Albertine Yakin. Cette session de la coordination nationale pour la mobilisation des ressources en faveur des pathologies du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme marque ainsi la fin de la mission de l'équipe sortante après 3 ans d'activité. Axé sur les résultats, le mandat a connu quelques insuffisances selon les responsables de cette institution. Pour avoir ces projets, il faut que chaque pays, à travers le CCM, soumette ce que nous appelons les projets, ou bien des notes conceptuelles afin de bénéficier de ces projets-là. Et il est facile d'avoir le projet, c'est vrai, on rédige, on gagne, mais c'est la mise en œuvre qui est un problème majeur. Les difficultés énormes sont à évoquer en matière de mise en œuvre des projets du Fonds mondial. Et ces difficultés sont relatives à notre système de santé. Le président sortant de la coordination nationale salue ici la participation active des membres au processus d'accompagnement et de gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une phase d'établissement de la subvention pour une nouvelle note conceptuelle conjointe pour le VIH et la tuberculose et très prochainement aussi pour le paludisme qui nous permettront de mobiliser encore des ressources pour la période 2015-2017. Le nouveau président de l'institution sollicite un accompagnement des partenaires pour mener à bien la mission confiée à son équipe. Le CCM a pour objectif de coordonner la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre 3 maladies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Je tiens donc à solliciter l'appui et l'assistance des partenaires techniques du gouvernement, de la société civile et des médias pour nous permettre de mener à bien cette mission. Le bureau élu, composé de 2 vice-présidents et de 3 conseillers, a à sa tête le ministre Kossi Asimaïdou, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification et du développement. Dans la foulée, cette journée de réflexion sur le système de santé en général au Togo, en toile de fond, les mots qui minent le secteur santé, quelle approche de solution, un rapport est attendu sous peu sur la table du gouvernement. Gérald Agoudou, Charlotte Roussimi. C'est une réunion de concertation, d'écoute et d'échange entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale et les responsables des structures sociales et sanitaires du département de la santé. Il est question de plancher sur les difficultés que rencontrent les acteurs de ce secteur dans l'exercice de leur profession, de faire un diagnostic de la situation et de dégager une feuille de route. Cette feuille de route permettra de façon régulière de continuer les discussions, de voir où est-ce que nous en sommes à chaque étape. Qu'est-ce que nous avons pu faire, quelles sont les solutions qui ont été trouvées, qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir continuer à évoluer vers une meilleure performance du système de santé.
L'effectif du personnel de la santé, la gestion de ce personnel, les conditions de vie et de travail, autant d'aspects qui seront passés au peigne fin. Des réflexions seront donc menées pour que le système de santé soit véritablement à même de répondre aux attentes des populations et aussi des agents de ce département qui est une priorité dans l'exécution des politiques publiques au Togo. À partir des problèmes qui seront identifiés, des solutions seront peut-être mises en œuvre pour, encore une fois, le meilleur être de toute la population togolaise. Cette démarche inclusive fait suite à la rencontre officielle du professeur Midi Yawa, ministre de la Santé et de la Protection sociale, avec les premiers responsables de son département la semaine dernière et s'inscrit dans la politique nationale de santé pour tous. À l'étranger, ce drame en Chine, il est assez spectaculaire. L'apocalypse, une explosion survenue hier soir à Tianjin, en Chine. Il était un peu plus de 23h30. La zone industrielle a été littéralement soufflée dans un rayon de plusieurs kilomètres. La première déflagration a eu lieu dans un entrepôt avant une seconde. Quelques minutes plus tard, on compte ce soir au moins 50 morts et des centaines de blessés. Regardez. Comme si la ville avait été bombardée. Un peu partout des foyers d'incendie. Personne ne cherche à les éteindre. Il n'y a plus rien à sauver, ici. Sur cette autoroute, des voitures abandonnées, quelques silhouettes. La dévastation à perte de vue. Au milieu des épaves, dans ce camion défoncé, un homme, blessé, hébété. Et puis cette apparition surréaliste, une voiture, ou plutôt ce qu'il en reste, quitte le secteur. C'était la zone industrielle du port de Tianjin, l'un des plus grands au monde. Partout, il y avait des entrepôts, des millions de conteneurs. Ils ont été soufflés, comme des jouets. Sur ce parking, il y avait aussi 10 000 voitures neuves, Peugeot, Citroën, Volkswagen, tout ce que la Chine produit chaque jour. Elles sont entièrement calcinées. Le quartier est déserté. Que reste-t-il à faire ici ? Lui cherche son frère, un pompier. Je n'ai toujours aucune nouvelle de lui. Je sais que beaucoup de pompiers sont intervenus ici. Et je sais surtout que beaucoup en sont morts. Alors je suis très inquiet. À 150 km de Pékin, Tianjin, 15 millions d'habitants, c'est avant tout un port. Et c'est ici, près des quais, qu'une cargaison d'explosifs a pris feu. Plusieurs détonations au milieu des entrepôts de produits chimiques dangereux. Les vitres ont explosé dans un rayon de 3 km et les secousses ressenties sur 10 km. C'est visible à l'œil nu. Aucune habitation n'a échappé au souffle. Et voici l'intérieur. Les vitres ont été projetées si fort que le verre s'est enfoncé dans les murs. Les habitants qui ont pu fuir sont hagards et blessés. Dans les hôpitaux, les brancards sont tellement nombreux à arriver que des militaires, des pompiers et même des civils viennent aider les secours. Les médecins sont débordés. Les plus touchés sont les pompiers et les ouvriers qui travaillent et vivent sur le port. Ceux qui le peuvent commencent à raconter. Je me reposais chez moi. Il était 23 heures. La première explosion ne m'a pas semblé très forte, mais elle m'a réveillé. Alors je suis allé voir au balcon, et là le deuxième boom m'a emporté. Selon le dernier bilan, il y a 50 morts, au moins 700 blessés. Ce soir, un pays entier, la première puissance économique mondiale, s'interroge, traumatisé.
sur la sécurité de ces sites industriels. La Centrafrique à présent, la Centrafrique avec le limogeage ce jeudi du chef de la mission de l'ONU dans ce pays. Que lui reproche-t-on exactement? Eh bien, regardons ce sujet France 24. Graves qui font tomber le chef de la mission de l'ONU en Centrafrique. Babacar Gaye s'est expliqué sur notre antenne. Le secrétaire général des Nations Unies avait évoqué la responsabilité collective de l'organisation face aux problèmes de comportement de ses membres. Face aux récents développements en République centrafricaine, on m'a demandé d'exercer cette responsabilité institutionnelle. Mardi, Amnesty International avait accusé des casques bleus d'avoir violé une fillette de 12 ans et d'avoir tué un adolescent et son père. Les faits remonteraient à début août lors d'une opération armée dans Bangui. Un casque bleu et 4 autres personnes ont également été tuées. La MINUSCA a aussitôt ouvert une enquête, mais le secrétaire général de l'ONU a voulu frapper fort. Car pour Ban Ki-moon, c'est l'affaire de trop. Le chef des Nations Unies a annoncé en personne le renvoi de Babacar Gaye, une décision sans précédent. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je ressens de la détresse, de la colère et de la honte en voyant d'année en année des rapports sur des abus sexuels commis par des forces de l'ONU. C'en est assez. Ces nouvelles accusations font suite à plusieurs affaires similaires mettant en cause des casques bleus. En tout, 57 allégations de faute ont été proférées contre des casques bleus de la MINUSCA. 11 concernent des cas potentiels d'abus sexuels sur des enfants. Retour chez nous, parlons maintenant en sport. Les sports, c'est avec Claude Ama qui nous rejoint un instant. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. Et on va commencer ce soir par la petite balle jaune, c'est-à-dire le tennis, en parlant précisément de la 11e édition du tournoi de la révélation. Initié donc pour détecter les talents et les intégrer au centre sport et études de la Fédération togolaise de tennis, ce tournoi a rassemblé 54 jeunes. Des précisions avec Champion Teba. Cette année, ils sont 54 jeunes, dont 15 filles de 10 à 16 ans, à répondre à l'appel de la Fédération togolaise de tennis en vue du tournoi Révélation. Ces jeunes issus des clubs du pays ont jusqu'au samedi 15 août pour convaincre le comité de sélection et obtenir leur ticket d'entrée au centre sport et études de Lomé. Centre dont la Fédération togolaise de tennis a la charge. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur notre centre et quand ils arrivent au centre, ils ont un entraînement permanent et très bien encadré, ce qui nous permet d'avoir une bonne représentation sur le plan international. L'ambition est la mère des efforts et les jeunes pratiquants de la petite balle jaune ne nous démentiront pas. Je me suis bien entraîné avec mes amis, mes coachs. L'année passée, j'avais fait finale, mais j'ai perdu. Mais cette année, je voulais aller en finale pour prendre et remporter. Je suis venu pour remporter minime. J'invite mes amis qui sont à la maison pour qu'ils viennent pour jouer tennis. Que le tennis c'est très bon, c'est un bon jeu. Le tournoi Révélation prend fin samedi avec les finales dans les 4 catégories junior, benjamin, minime et cadet, et ce sur les cours de la fédération. Et voilà donc pour cette petite balle jaune. Claude, on va boucler cette petite page des sports avec maintenant cette conférence de presse de Maracana qui s'est déroulée au lendemain de la CAN qui a eu lieu dans notre capitale Lomé. Une occasion donc pour le bureau exécutif de la Fédération togolaise de Maracana de présenter le bilan de cette 4e édition. Martin Sandani, Mankoubi. L'Assemblée générale élective et constitutive de la Fédération internationale de Maracana Association, la CAN 2015, le niveau technique de jeu et les perspectives du Maracana togolais. Voici les 4 principaux points à l'ordre du jour de la rencontre entre la presse et le comité d'organisation de la CAN de Maracana Lomé 2015. C'est un nouveau départ pour nous. C'est un nouveau départ parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui le Maracana devient un sport de qualité et surtout dont le niveau devient de plus en plus élevé. C'est le lieu de tirer les meilleures leçons de cette compétition et de faire en sorte que le Togo maintienne sa place.
Le Togo ferme ainsi sa page de la CAN de Maracana et transmet le témoin au Burkina Faso, à qui il revient d'écrire celle de 2016. C'est ça tout. Oui, c'est tout. Hier soir et samedi, Lamine, Coco Konaté et moi serons au rendez-vous du magazine Sport et Détente. Merci beaucoup, Claude. La récompense maintenant pour les meilleurs élèves de l'année à Nero. Les félicitations de Sa Majesté Nana Ane Ouinikwam dessous 15. Des compliments adressés aux élèves de 6e en terminale. Les meilleurs, bien sûr. Une initiative parrainée par le chef de l'État, Robert Potogwe, Sylvain Aboudou. Comme elle le fait depuis quelques années, après les résultats de fin d'année scolaire, la Fondation décerne plusieurs prix aux acteurs du système éducatif. Ainsi, les meilleurs élèves de 6e en terminale ont été primés et les écoles les plus méritantes ont été équipées de matériel. J'ai eu l'insigne honneur de représenter le chef de l'État à cet événement exceptionnel. Je voudrais d'abord dire que je remercie le chef Nana Ane 15 pour avoir pris cette initiative qui est unique mais qui nous rappelle de très bons souvenirs puisque quand nous étions jeunes, nous aussi nous avons participé à des cérémonies où l'excellence était reconnue et c'était une compétition. Le social et l'excellence dans le travail et le savoir pour les jeunes est quelque chose qui est au cœur de la politique du chef de l'État, comme vous le savez, et nous souhaiterions que de tels événements se répètent non seulement à Anéro, mais dans toutes les préfectures du Togo. Le maître d'œuvre et artisan de cette célébration, c'est le roi d'éminent, chef suprême de la ville d'Anéro, Sa Majesté Nana Ane Ouinikwam dessous 15. Nous sommes engagés à accompagner les initiatives de l'État pour améliorer les conditions des bâtiments, des tables-bancs, des latrines, de l'eau potable, de l'électricité dans les écoles. Mais nous pensons que tout ceci ne résoudra pas le problème s'il n'y a pas un autre élément stimulant qui consacre l'élève. Dans la même perspective, le souverain d'éminent a mis sur pied le programme Excellence Junior. Ce programme s'est matérialisé par une convention d'aide scolaire et de bourse d'études au bénéfice des enfants âgés de 12 ans depuis la scolarité 2012-2013. Ils sont pour cette année 140 élèves à être récompensés par la Fondation dans les expressions Lac, Est et Ouest. Ce communiqué, avant de boucler cette édition du soir, le ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes communique dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse et conformément au plan de travail annuel 2015 signé avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes lance un appel à projets en vue de sélectionner et de primer 4 projets portés par des associations de jeunes. À cet effet, le ministre informe les associations de jeunes désireuses de participer au présent appel à projet que le dépôt des dossiers de candidature est ouvert du lundi 13 août 2015 à 7h30 au vendredi 28 août 2015 à 17h dans les représentations du ministère. Vous pourriez consulter les conditions pour postuler dans le quotidien national le Togo Presse. Voilà, c'est la fin de cette édition. On reviendra plus tard dans de prochaines éditions sur le gros plan annoncé en titre tout à l'heure, mais on retiendra ce prêt de la BOAD au groupe Calian Hospitality Development pour la rénovation et l'exploitation de l'hôtel du 2 février. Le site doit être fin prêt à la mi-octobre pour accueillir le prochain sommet sur la sécurité maritime, un sujet évoqué ce matin encore à la présidence de la République. Le Parlement panafricain envisage aussi d'apporter sa contribution. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, Cléo Sabine Poko pour les prévisions du soir, Ton pied, mon pied, la série que vous suivrez juste après, votre téléfilm, CSI Miami, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bassar au Togo, à Niamey au Niger, et sur la télévision togolaise, et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.